Et je suis heureux, en tout cas, d'intervenir auprès de vous pour parler des Gaulois, pour parler des Celtes, pour parler de ce monde que certains pensent totalement disparu, qui n'a peut-être pas forcément disparu totalement en tout cas, qu'on rencontre un peu partout à travers notre Europe, quelquefois même un petit peu plus loin. Mais donc notre propos aujourd'hui, c'est de parler de ces Celtes pré-chrétiens des îles britanniques durant les âges du fer. Ah, oui, déjà les âges du fer. Alors, je vais commencer tout de suite quand même par poser le problème de qu'est-ce qu'on entend historiquement par armorique. Ah, c'est bien gentil, tout le monde connaît le massif armoricain, mais l'armorique, dans l'Antiquité, c'était quoi? Alors, la seule référence que nous avons, alors je vais m'asseoir si vous le voulez bien, parce que là maintenant, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je voudrais ne pas les oublier en chemin. Hein. La référence pour nous, c'est Venceslas Scruta, qui est l'auteur de ce livre-là, que moi je vous engage à voir. C'est un dictionnaire sur les Celtes. Tout n'y est pas juste dedans. Venceslas Scruta, c'est un prof de fac, il a pignon sur rue, mais il n'empêche que, comme tous, et nous le sommes tous, il est contredit sur certains points. Et c'est normal, sinon l'histoire s'arrêterait tout de suite. Hein. Donc l'histoire, par définition, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue, hein. Mais globalement, c'est un livre excellent, parce que tous les grands sites y sont, toutes les définitions sont données, et ça, c'est publié en bouquin, dans la série bouquin, c'est très pratique, parce que c'est un livre pratiquement de poche, vous pouvez le mettre dans vos affaires, vous pouvez l'emporter avec vous, et vous avez à la fois des dessins, vous avez des explications, etc. Donc vous pourrez regarder tout à l'heure si vous voulez bien. Deuxième livre qui m'intéresse, au plus haut point bien sûr, aujourd'hui, je vous l'ai montré déjà, c'est Jean-Louis Bruno, Les Celtes. Ça c'est la dernière mouture, c'est véritablement celui qui dynamite tout, hein, sur les Celtes. Et enfin, pour ceux qui sont intéressés, qui connaissent la langue anglaise, celui qui pour moi est la référence, c'est celui-ci, The Celtic Empire. C'est le livre fondamental. Il passe en revue toutes les découvertes qui ont été faites, essentiellement en Angleterre, en Irlande, en Écosse, au pays de Galles. Vous voyez que pour nous, aujourd'hui, ce serait le livre de référence. Mais il couvre également le reste, c'est-à-dire qu'il ne parle pas que des pays britanniques. Mais comme lui est britannique, il parle en priorité de la Grande-Bretagne, évidemment. L'Irlande, un petit peu moins. Hein. Mais nous verrons pourquoi. Donc ce livre-là aussi, je l'ai amené ici. Et pour ceux qui sont intéressés par les discours que j'ai tenus déjà dans notre enceinte ici, parler d'enceinte à propos d'un espace proto-historique, c'est pas mal. Vous avez les Amis de la science ancienne et moderne, qui ont publié un article que j'ai rédigé sur les Celtes et le mythe celte. C'est ce que je vous ai dit déjà à deux fois et que j'avais fait en une seule fois chez eux. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut avoir donné. Hein. Qu'est-ce qu'on entend historiquement par armorique? Alors, si on s'en tient à la définition donnée par Venceslas Scruta, il s'agit littéralement de pays de la mer. C'est le pays de la mer. C'est tout bêtement ça. Armorique. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que, d'abord, celui qui va en parler le plus, c'est César. César qui va nous dire que, entre autres, c'est le pays qui est riverain de l'océan. Mais riverain de l'océan, ça veut dire quoi? Est-ce que pour lui, ça s'arrête au Morbihan, par exemple? Ou est-ce que ça va plus loin? Le problème, c'est que quand on étudie vraiment la chose de près, ça va du Cotentin, et donc, dire que les Normands sont en Bretagne, c'est dur hein, à digérer. Bon. Mais quand vous y ajoutez l'Aquitaine et une partie de l'Espagne, alors ça c'est encore plus difficile à encaisser. Donc en fait, la chose sera beaucoup mieux présentée lorsque César aura intégré un petit peu les combats et le conflit qu'il aura à gérer avec les Nantais, entre autres, et les habitants en règle générale de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne. Et là, il donnera une liste de peuples. Bon, il appelle les Corissolites, les Riédones, les Ossismes, les Vénètes. Les Vénètes sont bien connus, ce sont ceux de la région de Vannes.
Tout simplement, ils ont laissé le nom. Et les Namnettes, c'est la région de Nantes. C'était des navigateurs, c'était des hommes qui avaient tenu tête à la flotte romaine. Donc des gens très intéressants pour ça. Alors donc première étape, c'est ça. Deuxième point, que désigne-t-on par Celtes pré-chrétiens des îles britanniques? Les S sont au bon endroit cette fois-ci. Bon, alors ceci, on laisse tomber pré-chrétien. Ben, c'est ce qui vient avant les chrétiens. Bon, donc ça ne pose pas de problème, c'est pas lui qui nous pose problème. C'est simplement dire que ça peut concerner les Irlandais, les Bretons, les Gallois, les Écossais. Et le problème, c'est que, au vu de tout ce qu'on va dire, c'est que ça plonge des racines dans l'âge du bronze. Donc, à très haute préhistoire, on a dépassé l'âge du fer en amont, donc on remonte encore un petit peu, on entre dans le bronze. Et ce n'est pas l'arrivée du monde de Celtes, par exemple, qui a changé grand-chose. Donc là aussi, on va rencontrer des personnages, des hommes, des femmes et autres, qui ont évolué dans un contexte des îles britanniques, qu'on appelle les Celtes, parce qu'eux-mêmes se sont donné le nom de Celtes à une époque très récente, on verra ça, mais qui ne s'appelaient pas Celtes du tout dans l'Antiquité. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne sait même pas quel nom ils se donnaient. Alors donc, l'affaire est réglée. Hein. Mais vous savez que ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Alors, il y a également un rappel à faire. Les âges du fer. C'est un petit souvenir quand même, ça. Hein. Et en général, il y a deux périodes. Il y a la Hallstatt, la période de Hallstatt. Ceux qui sont venus au voyage l'année dernière savent pertinemment ce que c'est que la région de Hallstatt et l'Athènes. Hein. On n'est pas allé sur le site de l'Athènes, mais on est allé quand même dans un contexte athénien sans problème. Donc en fait, vous voyez cette évolution. Au centre, vous avez là cette zone qui est à la naissance du Rhône, du Rhin et du Danube. C'est là que naît cet âge du fer, qu'on appellera de façon, parce qu'on aime bien donner un nom, l'époque de Hallstatt, du nom du site éponyme. Puis vous avez tout autour là cet ensemble un peu plus foncé, qu'on appelle le premier âge du fer, qui touche en partie les îles britanniques, et en plus clair, ce qu'on appelle le second âge du fer. Voilà, c'est clair, ça va jusque-là? Il y a des petits rappels quand même. Hein. Alors maintenant, il y a un autre problème qui vient se poser, c'est le fait qu'on va parler très vite de Celtes insulaires et de Celtes atlantiques. Ah bon Dieu, alors là, Celtes insulaires, bon, là on comprend, ça veut dire Celtes des îles, et les Celtes atlantiques. C'est le deuxième point qui est intéressant. Celtes insulaires, bon, mais ça, on a compris, c'est les Gaulois qui se trouvent dans les îles. Mais les Atlantiques, est-ce que c'est plus important? Est-ce que c'est moins important? Et là, il est évident que l'archéologie n'a pas résolu ces deux questions, tout simplement parce que ce sont deux questions posées de façon très récente en inventant des termes. Alors les chercheurs britanniques ont très tôt, de leur côté, défini ce qu'étaient les Celtes insulaires. Pour eux, c'était les Celtes qui habitaient les îles, c'est-à-dire Irlande et Grande-Bretagne, si on veut. Voilà, en gros, c'est les deux lieux où l'on trouvait les Celtes insulaires. Ça, c'était les Britanniques. Puis ensuite, quand on s'est rendu compte, en relisant bien l'histoire, et en particulier, quand on s'est rendu compte également que les données d'archéologie le confirmaient, on s'est rendu compte qu'une partie des Britons, c'est-à-dire des Bretons, c'est-à-dire des habitants de la Grande-Bretagne hein, aujourd'hui, étaient venus au 5e, 6e siècle repeupler la côte atlantique de la Bretagne actuelle. Alors du coup, le rapprochement a été fait. Ce sont quand même des insulaires qui sont venus sur le continent. Ce sont des insulaires qui sont venus là, ils ont apporté avec eux ce qu'on faisait en Angleterre, ce qu'on faisait, puisqu'ils venaient surtout d'Angleterre. Et donc, on ne pouvait pas les négliger, ceux-là. C'était nos ancêtres, pour disaient ces chercheurs.
Et puis en plus, la Bretagne avec ses dolmens, avec ses menhirs, etc., ça rappelle étonnamment ce qu'on trouve en Angleterre. Donc, on a inventé de toutes pièces ce terme de Celte atlantique pour y intégrer les Bretons de Bretagne bretonnante française. Voilà. Je tenais quand même à préciser ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas d'une netteté parfaite au départ. Donc, ça représente à peu près la même chose, mais tout dépend si on y met la Bretagne ou si on n'y met pas la Bretagne dedans. Si on met la Bretagne, le Morbihan, etc., hein, si on met la Bretagne dedans, c'est les Celtes atlantiques. Si on ne les met pas dedans, ce sont les Celtes insulaires. Deux écoles, donc, et deux écoles qui se tapent dessus les unes des autres. Hein. La question qui se pose, mais alors, encore autre point, pas les Galles, hein, pas ceux qui parlaient le latin, hein, mais ceux qui venaient d'arriver de Grande-Bretagne, c'est tout. Ça va, j'ai précisé mes termes. Allez, on s'envole. Rappelez-vous quand même que tout ça pour dire que pour mettre tout le monde disons, d'accord, on a défini que le premier âge du fer, ben, ce serait celui des Celtes, et que le deuxième âge du fer, ce serait celui des Gaulois. Voilà, comme ça, l'affaire était réglée. C'était plié. Malheureusement, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et c'est ici que le nœud du problème se fait jour. Est-ce que les Celtes sont des Gaulois? Est-ce que les Gaulois sont des Celtes? Point d'interrogation, on y reviendra. Alors, quand on regarde un petit peu la chose, qui a fait mention pour la première fois des grandes îles de l'Atlantique? Ça, c'est quand même un point important. Hein. Le premier de tous, c'était Hécatée de Milet. Hécatée de Milet parle pour la première fois des peuples hyperboréens, c'est-à-dire qui sont du Grand Nord. Il ne s'engage pas, il ne va pas plus loin. Au-delà, pour un grec, c'était quand même quelque chose de très difficile. Hein. Mais pourquoi cite-t-on cela? Mais tout simplement parce que c'est le commerce de l'État qui a imposé qu'on connaisse ces peuples. Hyperborée, c'est ce qui est très au nord, au-delà des limites du nord. Mais c'est là où il y a l'étain. Or, le commerce de l'étain, vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est le commerce fondamental pour faire le bronze. En Méditerranée, on a le cuivre. En Gaule, on a le cuivre. Dans pratiquement toutes les régions de l'espace méditerranéen, on a le cuivre. Mais des étains, il n'y en a pas partout. Or, la grosse quantité d'étain vient d'un pays hyperboréen qui se trouve tout à fait dans le nord. Et c'est ça qui va permettre de faire le bronze. Je rappelle que le bronze, à très haute époque, c'était le métal le plus solide, celui qui permettait de battre tous les autres au combat. De plus, l'étain, avec le cuivre, donc donnant le bronze, donne un métal qui est aussi cher que l'or. Donc on va, avec ça, faire des armures, on va avec ça faire des décorations, on va faire des poteries. Je rappelle les grands vases, comme les grands vases de bronze qu'on trouve dans certaines nécropoles du premier âge du fer. Je pense au vase de Vix, entre autres. Bon, ainsi de suite. Bon, le suivant, il y a de fortes chances, c'est un navigateur qui est carthaginois, qui s'appelle Himilcon, et ce navigateur carthaginois, d'après ce qu'on en a conçu de ce qu'il avait écrit, serait allé jusqu'en Irlande. En tout cas, il y a un pays qu'il appelle Eriu. Il dit que c'est une île. Et un autre pays qui est à côté, une grande île, qui s'appelle Albou. Bon, alors, c'est tout ce qu'on sait, pas plus. Hein. Mais 2 siècles plus tard, là nous sommes au 6e siècle avant notre ère, 2 siècles plus tard, c'est-à-dire à une époque qui se situe grosso modo au 4e siècle, nous avons Pythéas. Alors Pythéas, c'est l'inventeur de la galéjade, hein, d'après ceux qui n'ont pas voulu le croire quand il est arrivé, c'était un Marseillais. Bon, croire un Marseillais quand il parle, c'est assez difficile. La légende des Marseillais est souvent partie de cette confusion avec les découvertes de Pythéas. Quand Pythéas est arrivé, il a parlé des découvertes qu'il avait faites en remontant vers le nord,
et personne ne l'a cru. Malheureusement, par la suite, on s'est rendu compte qu'il avait raison. Bon, mais enfin, en tout cas, Pythéas, lui, on sait que, au travers du voyage qu'il a fait, il est allé jusqu'en Islande, qu'il avait qualifié de Thulé. T-H-U-L-E. Bon. Il a reconnu, malgré tout, un certain nombre de choses. D'une part, sur les côtes armoricaines, il a quand même reconnu la pointe du Raz ou celle de Penmark, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a reconnu ceci. Il a reconnu l'île d'Ouessant, donc il était bien parti dans la bonne direction. Il a reconnu également une région qu'il a qualifiée, lui, de Pretanica, traduction britannique, et surtout, il est allé jusqu'aux Orcades. Autrement dit, il a fait toute l'île, la grande île, jusqu'au nord, jusqu'à l'Écosse. Et ensuite, il a reconnu un promontoire qu'il a appelé Cantium, et qui est le Kent. C'est pas n'importe quoi quand même comme découverte. Mais le mieux, c'est qu'en plus, il mentionne Lernay, qu'on situe comme étant l'Irlande, et surtout Albion. Albion, c'était le nom qu'il avait donné à la grande île. Puis avec le temps, c'est le nom qui est remonté vers le nord, avec l'arrivée des envahisseurs au sud et autres. Le nom est remonté vers le nord, et seule l'Écosse a gardé ce nom. Mais Albion, au départ, c'est l'intégralité de la grande île. Donc un personnage quand même important, et celui-ci nous apporte enfin quelques éclairages sur cette période. Enfin, le terme celtique, voilà. Vous voyez un petit peu à l'époque, juste avant l'arrivée de César, comment se présente par exemple l'Angleterre. C'est pas mal quand même. Vous retrouvez là c'est tous des noms gaulois. Même mieux, vous avez belge au milieu. Difficile de dire qu'il n'y a pas eu quelque chose quand même là-dedans. Hein. Alors, dire que les îles, Angleterre et Irlande, sont devenues celtiques, c'est difficile à démontrer. En fait, dire que celtique veut dire habitant des îles, c'est difficile à démontrer également. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont là parlent tous à peu près des langues proches les unes des autres à l'heure, disons, où les Romains vont y arriver. Je ne vais pas aller plus avant, hein, c'est évident. Alors, en revanche, là, nous avons la preuve d'une arrivée massive de Gaulois. Et de Gaulois qui s'implantent. En particulier, ce qu'on sait, c'est que vers la fin du IVe siècle avant notre ère, c'est-à-dire à peu près l'époque où Pythéas passe dans cette région, nous avons des tribus venant du nord de la Gaule, des Belges, entre autres, puis d'autres tribus, qui passent le Channel. Il n'y avait pas de passage souterrain pour franchir, ni de pont, donc ils passent le Channel, et ils se retrouvent de l'autre côté, et ils vont occuper cette région. Là, on sait que cette fois-ci, il y a des Gaulois qui sont sur le terrain. Et nous sommes dans le deuxième âge du fer. En plein dans le deuxième âge du fer, parce que le deuxième âge du fer, on le fait commencer grosso modo avec les 5e et 4e siècles. Donc au 4e siècle, des Gaulois venant de Gaule s'installent dans cette région. Ce qui pose le problème tout de suite. Alors, c'est un exemple d'un changement opératoire, si on veut, qui nous conduit obligatoirement à réfléchir sur l'origine de tous ces peuplements que nous avons là. C'est un âge du fer qui ne se distingue pas fondamentalement de l'âge du fer que l'on connaît un peu partout à travers notre pays, c'est-à-dire la Gaule, à travers l'Allemagne du Sud, l'Autriche, l'Italie du Nord et l'Espagne. On sait qu'il s'enracine très haut dans le temps. Par exemple, vous avez, je vous ai montré ici, parmi les cultures de l'âge du fer, ce merveilleux poignard qui a été trouvé à Carnac et qui a des équivalents à l'âge du bronze
dans les pays insulaires, c'est-à-dire en Angleterre. À droite, vous avez cet espace, c'est un tombeau en Irlande, 2000 ans avant notre ère, nous sommes là à l'âge du bronze, et c'est typiquement la même chose que l'on rencontre aux confins du monde gaulois, c'est-à-dire quand on va sur les bords du lac de Constance ou autre. Donc en fait, le peuplement initial ne se distingue pas du tout du peuplement qu'on connaît ailleurs dans le monde européen. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer le cheval blanc, puisqu'il se trouve en Angleterre. Il est taillé dans la craie, il fait 110 mètres de long, il est tellement joli qu'on ne peut pas l'éviter, et il a été fait très certainement par ces peuples belges qui sont venus à haute époque, disons entre le 3e et le 2e siècle pour les datations de cette gravure, parce que c'est une véritable gravure, elle est gravée dans la terre, hein, dans l'espace de la craie, c'est très beau. On ne parlait pas de Celtes du tout dans nos régions, or nous avons exactement les mêmes manières de vivre, les mêmes manières de se comporter, donc c'est très difficile de dire que c'est cela. Mais on dit, par exemple, ça ce sont des historiens qui remontent au XVIIIe siècle, hein, qui disent par exemple que le peuplement de l'Irlande a été fait par des hommes et des femmes venant d'Angleterre et passant, de Grande-Bretagne si vous préférez, et passant dans l'île voisine. Aucune trace de ça. Dans l'île d'Irlande, on a des strates superposées de la même population qui s'est développée sur place. C'est quelque chose qui tombe à l'eau. Les Anglais auraient bien aimé démontrer qu'ils avaient peuplé l'Irlande, tout comme ils refusaient de reconnaître que leur population était la même que celle de l'Europe. C'est un problème qui est assez classique dans la recherche historique, tout comme les Gaulois, il n'y a qu'en Gaule qui sont, évidemment, il n'y a pas de Gaulois ailleurs. Tout comme les Germains, il n'y a qu'en Germanie qui sont, ils ne sont pas ailleurs, etc. Et pour les Britanniques, ça a été la même chose. Seuls les bons Celtes ne pouvaient se trouver qu'en Angleterre. Et s'il y en a en Irlande, c'est que ce sont les Anglais qui sont allés. Et de la même manière, certains diront que s'il y en a également ailleurs, mais ils ont eu raison par contre pour le repeuplement de la Bretagne, puisqu'on le sait, au VIe siècle, c'est eux qui sont venus. Alors, ça fait une contradiction énorme quand même. Hein. Est-ce qu'ils étaient présents, déjà, et se sont donc petit à petit adaptés pour donner naissance à un peuplement celte ou gaulois, si vous voulez, qui a ses caractéristiques propres, on est dans une île, ou dans des îles. Ou est-ce qu'il y a eu une invasion venant de l'extérieur qui a amené le monde celte à s'implanter sur quelque chose inexistant ou existant? Voilà, c'est une contradiction qui est fondamentale. Alors, quelles sont les données de l'archéologie? Bon, vous regardez à nouveau cette fameuse carte, c'est à mon avis celle qui est fondamentale. La civilisation des Champs d'Urnes, c'est elle qui va donner naissance à cette espèce de grand œuf marron clair qui est au centre, qui va donner naissance donc à cette civilisation de Hallstatt en train de se former. Et puis la civilisation de Hallstatt, c'est le premier âge du fer, va se développer, vous le voyez, de part et d'autre. Puis elle va donner naissance en dernier ressort à la civilisation de l'Athènes, qui va, elle, arriver jusqu'à l'époque romaine pour nous, ou pas à l'époque romaine, puisqu'en Irlande, les Irlandais ne connaîtront absolument pas l'époque romaine, les Germains ne connaîtront pas du tout l'époque romaine, et passeront directement de la proto-histoire dans le Moyen-Âge. Ça, c'est quand même pas mal. Nous avons eu quand même toute l'époque romaine entre les deux. Et nous avons ce malheur, nous, chaque fois que nous regardons les autres peuples, à penser qu'ils ont eu le même parcours que nous. Je vous demande d'être très attentif à ça, parce que les légendes irlandaises, la manière de vivre des Irlandais, tout ce qu'ils pensent et autres, il n'y a pas eu le monde romain entre les deux, le monde romain qui, chez les Gaulois, entre autres, a fait assimiler les divinités romaines aux divinités gauloises.
les Irlandais sont passés directement de leur divinité gauloise, ou celte, si vous préférez, au monde chrétien catholique. Donc, les assimilations, elles vont se faire, mais avec le monde catholique. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Et c'est très différent, ça, je crois. Vous voyez, une chose est sûre, c'est que dans la Grande-Bretagne, à l'ouest, et en Irlande, à l'ouest, il n'y a pratiquement pas de représentation de Hallstatt. Le Hallstatt se trouve essentiellement tourné vers l'Europe continentale. J'essaie de simplifier quand même. Alors, nous avons l'Athènes. Alors l'Athènes, oui, ça, l'Athènes est bien représentée partout. C'est la période du faste d'orfèvrerie. Vous avez des quantités phénoménales en provenance des ateliers qui vont fabriquer en Irlande, en Grande-Bretagne aussi, des bijoux de tout, aussi bien des torques, vous savez, ces colliers gaulois avec 2 boules qu'on écarte pour les enlever ou les mettre. Il y a certains, je me suis toujours demandé comment on faisait pour les écarter, enfin bon, c'est comme ça, ils sont très lourds. Les femmes en portaient aussi, plus légers ceux-là. Les hommes, ma foi, avaient de très lourds. Vous avez des fibules superbes, vous avez de tout. Et l'Athènes, c'est l'explosion celtique par excellence, l'explosion gauloise. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'ateliers de fabrication qu'on trouve en Irlande. Apparemment, l'Athènes a touché l'Irlande, oui, à partir tardivement de la Bretagne, de la Grande-Bretagne, plutôt pour nous aujourd'hui. Elle l'a touché, mais d'une façon tardive. L'Athènes, en Irlande, arrive très tard. En général, aux alentours de 200 à 150 avant notre ère. Alors qu'en Grande-Bretagne, elle y est déjà en place depuis au moins 350 ou 400 avant notre ère, avec l'arrivée des Belges, qui vont amener, avec d'autres tribus du nord de la Gaule, qui vont amener avec elles toutes leurs compétences de forgerons, d'orfèvres, etc., etc. Et tout ceci va modifier la donne. C'est-à-dire qu'ensuite, cette civilisation belgo-gauloise que connaît la Grande-Bretagne va passer l'espace de mer qui sépare la Grande-Bretagne de l'Irlande et amener en Irlande leur production. Mais en Irlande, on ne trouvera que très peu quand même d'ateliers qui fabriquaient ces objets. Autrement dit, c'était plutôt des objets d'importation. Alors voyons un petit peu région par région. Région par région, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder très rapidement la Bretagne. Attention, quand je dis Bretagne, c'est la Bretagne des Britons. Hein. Autrement dit, nous sommes là dans le sud de la Grande-Bretagne actuelle. Hein. Alors la Bretagne de l'époque couvrait un espace qui va de, grosso modo, la Manche jusqu'à l'Écosse. Tout était inclus là-dedans. Et en particulier, ces bases, je rappelle, c'était Britannia ou Prétania, peu importe la terminologie, mais il y a des hommes et des femmes qui sont là depuis longtemps, qui sont autochtones, c'est-à-dire qui se sont succédés depuis la préhistoire ancienne, âge du bronze en particulier, et là, ce que vous avez sous les yeux, en Anglésie, dans l'île de Mona, c'est justement un tumulus de l'âge du bronze. Et dans cette île, on aura les derniers druides du monde gaulois qui se rendront aux Romains. Les derniers druides. Tous les autres auront disparu. C'est l'île de Mona qui tombe entre les mains des Romains aux alentours de 60 de notre ère. Elle s'était maintenue jusque-là. Et cette île de Mona avait cette caractéristique aussi, c'est qu'ensuite elle va devenir une île où des traditions vont s'implanter, où une église catholique va s'installer aussi, etc., etc. Donc elle est très importante, elle est sur la mer d'Irlande, mais elle est quand même rattachée au pays de Galles, je précise. Ça c'est un point important. Alors, est-ce que
ces Britanniques, pour les appeler ainsi, différaient des Gaulois. On pourrait dire que non. Mais bien malin qui peut dire comment un Gaulois était. Je me souviens de Christian Goudineau, quand il nous parlait des Gaulois, il disait la meilleure des choses, c'est de dire à quelqu'un, dessine-moi un Gaulois. Hein? Difficile. Les Gaulois du Nord, les Gaulois du Sud, de l'Est, de l'Ouest, etc. C'est un peu comme si je disais aujourd'hui, dessine-moi un Français, vendeur du béret, du pain sous le bras et puis des pantoufles aux pieds. Je vois pas très bien ce qu'on pourrait mettre de plus. Hein? Eh bien, c'est un peu le même problème qui se pose avec les Britanniques de l'époque. Par exemple, les Calédoniens, ceux d'Écosse. En général, ils ont les cheveux roux, ils sont d'origine germanique. Ça, c'est des analyses d'ADN. Hein. Les Silures, ce n'est pas des poissons, hein, je précise tout de suite dans ce cas-là, ce sont les habitants du pays de Galles. Hein. Eux ressemblent aux Ibères. Ah, ça paraît logique, les Ibères étaient des navigateurs, qu'ils aient abouti au pays de Galles, pourquoi pas? Là aussi, les ADN ont montré que... alors, au point de vue histoire, on a des citations quand même de Charles Breton qui sont cités en moins 55, nous avons un chef qui est vaincu en moins 49, et surtout ce fameux site qui est détruit, pris et détruit en 61. Ça, je crois que c'est quand même important. Alors, le problème, c'est qu'on trouve sur ce pays des forteresses de hauteur, en quantité, qui sont difficiles à prendre, mais il n'y a pas que cela, et j'y reviendrai tout à l'heure, vous verrez pourquoi. En Irlande, de son côté, nous avons un faciès lathénien, on peut c'est bien dit ça, le faciès lathénien, c'est un faciès de l'Athènes, hein, donc gaulois, hein, qui est très proche de celui de l'île de Bretagne. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. Alors par exemple, vous avez là un torque de Knock, vous l'avez à droite, qui lui est arrivé au IIIe siècle, mais on est sûr qu'il n'est pas fabriqué localement. C'est une importation venant de l'île de Bretagne. Il y avait 5 provinces qui étaient fédérées entre elles, et chacune formait un royaume qui regroupait tous les clans, et tout ceci va passer dans le Moyen-Âge. D'où les clans que l'on connaît en Irlande. Il n'y aura pas entre les deux le système romain qui sera mis en place avec ses lois, ses cités, les douumvirs, le triumvirs, etc., etc. Ça n'existera pas. Donc c'est un point important. D'ailleurs, je le répète encore une fois, je l'ai mis ici, lisez-le bien, c'est le seul pays celtique, entre guillemets celtique, n'ayant pas subi l'occupation romaine, d'où une tradition orale d'un grand intérêt pour la recherche, parce que comme tout Gaulois qui se respecte, il n'écrivait pas. D'où la tradition orale des Irlandais. Bon, ça va? Vous accrochez bien? Alors prenez bien vos chars. Hein. Alors maintenant, l'armorique, ben la voilà à nouveau. Hein. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est qu'elle s'établit, vous voyez, au nord de la Loire, les Namnettes, les Vénétis, les Ossizmi, les Coriodolites et les Riedones. Voilà, en gros, c'est ce que César donnera comme nom à ces peuples. Au sud de la Loire, pour lui, ce ne sont plus des Bretons, des Armoricains si vous préférez, bien que ça le soit quand même. Mais pour lui, ça ne l'était pas. Lui, il avait défini que l'Aquitaine, par exemple, c'était un pays, au sens premier du terme, qu'au-dessus, il y avait le monde celte, qu'après le Celte, il y avait les Belges, rappelez-vous le schéma, hein, en remontant vers le nord, progressivement, et si on allait vers le sud-est, on tombait sur la Provincia Romana, à partir de Toulouse. Vous connaissez, puisque nous étions inclus dedans. Voilà, alors ceci nous montre que la société d'Athènes est assez complexe. Alors regardons un petit peu la société d'Athènes en Angleterre. Alors je vous ai choisi deux exemples, c'est Maiden Castle et Brock, et un Brock. Un Brock, c'est pas un brodo, bien que l'allure, généralement, là serait plutôt un tonneau de bière, hein, mais enfin bon. C'est une tour, vous le voyez, hein, une tour assez particulière, et c'est assez particulier aussi de se dire que il y a une tradition
en Angleterre, partant donc de l'Angleterre stricto sensu jusqu'à l'Écosse, qui remonte très haut dans le temps, à l'époque de l'âge du bronze, entre autres. Et cette tradition de l'âge du bronze, c'est l'habitat de hauteur, l'habitat perché. En Angleterre, c'est très net. Dans le pays de Galles, c'est très net. Et en Écosse, en revanche, il y a quelques habitats perchés, mais c'est surtout des fortifications du type de cette tour que l'on rencontre. Mais dans le même contexte. C'est-à-dire, c'est l'affirmation d'un pouvoir royal en général, le chef-lieu d'une tribu. C'est ainsi en tout cas que cela se passe et donne l'impression d'être. Nous avons également l'existence d'une classe gouvernante, comme je l'ai dit, qui est aristocratique. Là, ça vous rappelle des souvenirs, ça, le monde gaulois en tant que tel. On avait largement parlé. Et regardez ce magnifique bouclier qui a été trouvé dans Lincolnshire, très beau, à mon avis, une pièce maîtresse qui vaut la peine d'être vue, mais vous ne l'aurez pas bien sûr en Irlande, à moins que les Irlandais envahissent l'Angleterre et reviennent chez eux. Ce sera difficile à faire. Mais enfin, on ne sait jamais, hein, quelquefois. Les torques, par exemple, on en a trouvé dans des tombes qui avaient appartenu à des femmes. Parce qu'il y a eu une reine gauloise, ou une reine britannique, qui a régné sur une des tribus. Et on l'a retrouvée dans une tombe. De la même manière, vous avez à côté de ça des agglomérations agricoles. Alors l'intérêt, c'est que ce qu'on a découvert, du moins les recherches ont amené, c'est que les agglomérations agricoles sont de petite dimension, évidemment, elles sont autosuffisantes, elles vivent en autarcie. Autrement dit, elles produisent exactement ce qu'il leur faut pour vivre. Il y a des artisans du métal, évidemment, on est à l'âge du fer, que je sache, mais qui est l'héritier lui-même de l'âge du bronze, de toute manière, et qui devait tenir une place de marque, exactement comme dans le monde gaulois continental. On savait travailler le verre, comme dans le monde continental, l'os, exactement. Le tissage, alors là, le tissu écossais, les Romains en raffolent, ils se baladent, les commerçants écossais ramènent sur les marchés romains une vente de tissus extrêmement intéressante, intéressant, je veux dire, c'est le tissu écossais que nous connaissons tous, eh bien, il était déjà en vente à l'époque romaine. C'était un des plus chauds et un des plus beaux qui existent. Il était très cher. Il arrivait d'Écosse directement, hein, en transitant par l'Angleterre, évidemment, parce que c'était là qu'étaient les portes de commerce. Donc en fait, tout ça, c'est une culture matérielle quand même extrêmement intéressante, liée en plus à une grande production, vous reliez les deux lettres, une grande production de sel. On est sur Atlantique, on n'y est pas quand même. Hein. Bon. Donc le sel va jouer énormément. Pourquoi faire? Pour la préservation de la nourriture, entre autres. Hein. Et pour les troupeaux aussi. Ça sert également pour les moutons, très souvent. Et puis, il y a la poterie. On ne peut pas imaginer un Gaulois ne pas faire de la poterie. Et les poteries celtiques, on vous en a montré déjà quelques-unes. Je vous rappelle l'art gaulois, c'est Tony Peretti qui nous en a parlé. L'année dernière, on a abordé cette question un peu partout. Ceux qui ont fait le voyage avec moi en Bavière et en Autriche ont vu ces poteries de l'âge du fer, premier âge du fer ou deuxième âge du fer. C'est magnifique. Et surtout, les décors sont magnifiques. C'est très particulier et qui montre quand même ce que c'est. Alors, tout ceci, c'est bien. Je vous ai parlé d'autarcie, c'est bien. Mais il y a la contrepartie. On est au bord de mer. C'est bien d'envoyer à l'étranger du matériel, des produits finis, mais il y a l'étranger aussi, il commence à nous amener des choses. Et en particulier, là, ce que je vous montre, c'est un dessin fait par Jean-Pierre Brun sur la circulation du vin à partir de Rome. Et regardez ce qui se passe en haut, au nord. Le vin romain arrive en Angleterre. Eh oui, les amphores romaines se trouvent là. Et ça, c'est quand même intéressant comme chose, parce que il y a plusieurs circuits, on peut passer aussi par les détroit de Gibraltar, mais le plus gros marché, c'est à travers la Gaule qui se fait, on le veuille ou non, on remarquerait toutes les possibilités qu'il y a. La façade atlantique est inondée
du vin en provenance de Rome. Et les Anglais reçoivent de leur côté aussi pas mal de vin. Donc en fait, il y a là quelque chose qui déstabilise la société locale. En Grande-Bretagne, cette société qui était autarcique, pour s'acheter du vin, pour s'acheter des produits venant du continent, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Des monnaies. La monnaie. Il faut échanger. Et le change à l'époque, on a passé de la phase du troc, c'est fini le troc, hein. On passe à la monnaie. Et ça, c'est quand même un élément important. Alors, quand on regarde de près, on se rend compte quand même que quelque chose est resté de cette époque dans le parler latin. Par exemple, les chars et les chariots ont laissé des traces. Pas seulement sur la terre, mais également dans la manière de parler. Par exemple, le carpentum. Carpentum, c'est du latin, mais ça vient directement du mot gaulois, car, qui veut dire quoi? Ben, le char, simplement. Hein, et qui a donné également charpentier. Ah ouf, alors là, c'est encore autre chose. Fabricant de chars. Pas forcément le charpentier en bois, mais le fabricant de chars en bois aussi. Et puis la carouca, la carousse, reda, des moyens de transport à 4 roues. Alors ça, c'est des chars de combat des Gaulois. Des Gaulois d'Angleterre en particulier, mais qu'on trouve également chez nous. Et ce char de combat, les Romains l'utiliseront pour quoi faire? Des charrettes. À 4 roues. Parce que eux n'avaient pas de charrette à 4 roues. Et du coup, on va voir apparaître sur les gravures d'époque romaine, dans le monde romain, là où il y avait autrefois des chariots à 2 roues, on voit apparaître des chariots à 4 roues. Ça permet de transporter beaucoup plus de choses. Et ça, c'est grâce aux Gaulois, et en particulier aux Anglais, qu'on l'a. Donc, des choses quand même intéressantes à avoir. Donc cette société, elle va subir un coût terrible. Ce n'est pas suffisant d'avoir le commerce avec le continent, il va y avoir en plus les continentaux qui vont arriver, avec César. César va envahir avec son armée. Je vous renvoie à Astérix là-dessus, hein, Astérix et les Bretons. C'est pas mal d'ailleurs, un bon début. Bon, vous avez donc César, qui non content d'avoir arrêté un petit peu les disputes en Gaule, et avoir résolu pour un temps le problème gaulois, passe en Angleterre et envahit l'Angleterre. Ce qui fait que ça va repousser certains Celtes vers le nord, et ce sont les Écossais. Mais il ne passera jamais, et ça c'est quand même l'élément important, il ne passera jamais, jamais, jamais en Irlande. Il faut croire que l'Irlande, c'était pas très facile. Hein. Bon, alors, je vous lis le texte qui est là, c'est un texte de réclame. Hein. C'est ce qu'on vous dit quand vous allez en Irlande. Hein. Pays profondément celte, l'Irlande fut bâtie par la présence d'une population celtique, vous ne le sauriez pas, et qui permit de façonner l'identité culturelle de l'Irlande, on aurait pu rajouter celtique, hein, pendant qu'on y était. Aujourd'hui encore, les invasions celtes ont laissé une grande place dans la vie des Irlandais, on y parle encore notamment le gaélique, ouf, on n'a pas dit le celtique. Ça, c'est ce qu'on trouve en réclame. Si vous voulez aller en Irlande, eh bien vous y trouverez des Celtes. Le problème, c'est qu'on vous dit que ce sont les invasions celtes. Alors ça veut dire quoi? Qu'il n'y avait rien avant. Or, ce que j'essaie de vous démontrer depuis tout à l'heure, c'est qu'en Irlande, il y avait déjà un peuple. Que ce peuple, quand les fouilles qui ont été faites en Irlande, coup de chance et les Romains n'y étant pas venus, ces peuples se sont succédés sans qu'il y ait de hiatus dans les nécropoles. Autrement dit, c'est les mêmes individus qui descendent d'ancêtres de l'âge du bronze, par exemple, et qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui. L'invasion celtique, ça a été qu'une invasion commerciale et de quelques individus, par exemple, qui maniaient le fer, qui savaient faire le fer, peut-être des forgerons et autres, qui s'installaient en Irlande, mais ça s'arrêtait là. Il n'y a pas eu d'invasion celtique en Irlande, en tant que telle. Donc c'est la population locale qui a adopté une manière celtique de vivre.
mais pas du tout en tant que Celtes eux-mêmes. Ça, c'est un point quand même qui est important. Et là, nous avons dans cette région des... Regardez en haut à droite, vous avez la colline de Tara. Je pense que vous y passerez à Tara. Hein? Alors, demandez à y aller, là, ça vaut la peine. C'est un site de l'âge du bronze. Parce que Tara, c'est le site majeur de l'Irlande celtique. Mais vous voyez que déjà, à l'âge du bronze, on a des petites forteresses sur les hauteurs qui sont remarquables. Avec des levées de terre, des fossés, etc. Nous sommes à l'âge du bronze. C'est-à-dire quelque chose comme 1500 à 800 avant notre ère. Pas l'âge du fer du tout. En dessous, nous sommes à Kerry. Kerry, c'est toujours en Irlande. Il s'agit là d'un tumulus. Un tumulus de 2000 avant notre ère. Et regardez comment il est bâti. C'est le même qu'on trouve chez nous, bien avant qu'on parle des Celtes. En 2000 avant notre ère, les Celtes n'existaient pas par définition. Hein. Donc en fait, on ne peut pas dire que l'Irlande était celte dès le départ, on ne peut pas dire non plus que les Celtes l'ont envahi. Tirez-en la conclusion que vous voulez, elle me paraît quand même relativement saine, celle-là. Et ce qui est intéressant surtout, c'est dans le comté de Longford. Alors il faudra voir si vous y passez dans ce secteur-là. On a découvert dans un marécage, 1000 yards, vous savez, presque 1 kilomètre, d'une voie faite de rondins, ou de planches, si vous voulez, de poutres, posées à travers le marécage, qui est toujours là. C'est ça qui est remarquable surtout. C'est une voie, et je vous rappelle ce qu'on avait dit pour le monde romain, que les Romains avaient utilisé les anciennes voies gauloises quand ils se sont installés, et quand on grattait au-dessous d'une voie romaine, on trouvait toujours la voie gauloise. C'est la plus grande chaussée en bois comme ça qu'on connaisse au monde. C'est quand même pas mal, je crois. Hein. Si vous avez la chance de pouvoir y aller, essayez de le faire, ça, ce serait bien. En tout cas, il y a de tout dans ce pays, et c'est tout de même intéressant. Alors, cette image-là, c'est quand même une image importante. C'est celle qui devrait rester dans votre tête en allant en Irlande. C'est le fait que, contrairement à la Bretagne, les Romains n'ont jamais mis les pieds. Ça fait 3 fois que je le dis dans la séance, mais je préfère enfoncer le clou. Hein, les Romains n'ont jamais mis les pieds, sauf les commerçants, hein, en Irlande. Donc, les Irlandais n'ont jamais eu une influence, je dirais, classique, c'est-à-dire gréco-romaine, à se mettre sous la dent. Et ils sont passés, avec leurs coutumes, leur langue et leur religion chrétienne, dans l'espace médiéval, plus tard, étant bien entendu qu'ils ont été christianisés par des moines catholiques, comme il en a existé un peu partout, à travers le monde barbare, entre guillemets. Hein. Donc nous avons là un peuple très paramorique de son côté. Elle a plusieurs choses. Alors, ça c'est quand même fantastique, moi je trouve, parce que c'est un pays qui, de son côté, a une forte tradition d'âge du bronze. Regardez ces haches qui sont regroupées ici. Ce sont pas des haches de combat, ce ne sont pas des haches pour l'agriculture, elles sont en bronze. Autrement dit, elles ont la même valeur qu'un objet en or. Ce sont des monnaies d'échange. Nous sommes là devant quelque chose qui remplace la monnaie. L'ensemble que nous avons sous les yeux, là, eh bien, c'est peut-être un échange qui a été fait contre des troupeaux, contre des produits locaux, etc., etc. C'est une fabrication locale, c'est évident. Depuis le 3e millénaire, on connaît le cuivre dans toutes les régions, mais le bronze, on sait le faire depuis cette production industrielle, du moins, depuis 1100 avant notre ère. Nous sommes encore à l'âge du bronze. Et les premiers outils en fer, la première technologie du fer arrivera aux alentours de 800-700 avant notre ère. Donc la technique d'utilisation de fonte en particulier, on la connaît,
Le mélange des métaux, on connaît. Je vous rappelle que les Gaulois étaient réputés pour leurs épées, qui étaient avec un cœur de fer doux et le tranchant en acier. Chose que les Romains, bien sûr, ont essayé de faire disparaître très vite en faisant croire qu'elles n'étaient pas solides. Elles étaient très solides et elles tranchaient vraiment très bien. Voilà ces haches de bronze. Celles-là viennent de Karnak. Et si on développe cette société, donc je passe rapidement là-dessus parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, on sait qu'elle est hiérarchisée. Hein, tellement hiérarchisée qu'il y a les hommes libres d'un côté, les nobles d'abord, les hommes libres et les hommes non libres. Ah, alors là, les femmes aussi, hein, en parenthèse, je dis les hommes, mais bon, vous savez que les femmes, ça compte pour du beurre. Hein. Bon, excusez-moi. Hein. Alors, dans cette société, nous avons des guerriers. Là, c'est un petit rappel de ce qu'on trouve également en Gaule à cette époque-là. Mais ça, on l'a trouvé en armorique de façon très nette. Hein. Alors, c'est une société de guerriers, pour le premier ordre, de prêtres, de bardes. Et à droite, vous avez un barde, justement, qui a été trouvé en Côte d'Armor. Regardez-le, il est charmant. Cette petite bouille, là, bien ronde, là, le torque autour du cou, et la lyre. L'ancêtre de qui? Assurance tourisme. Voyons. Alors, je vous renvoie au classique. Et puis, dans cette haute société, il y a les grands artisans, c'est-à-dire ceux qui vont travailler les objets nobles. Vous avez les artisans spécialisés, forgerons d'abord, charpentiers ensuite. Et puis vous avez les juristes et les médecins. Bon, ben ça, dans tout le monde gaulois qui se respecte, cela existe. Le second ordre, ce sont les artisans communs, les petits artisans de tous les jours, ceux qui vont aider à réparer certaines choses, et puis les paysans. En fait, c'est toujours la même inversion, c'est-à-dire ce sont les paysans qui créent les richesses, et ce sont ceux d'en haut qui en profitent. Donc on inverse complètement le système pour le mode de vie. Et en fait, il y a le troisième ordre. Alors là, vous avez les esclaves, vous avez les populations soumises, c'est-à-dire les autres peuples, ou alors certaines familles déchues. Donc, c'est une économie essentiellement fondée sur l'agriculture, nous avons. Et avec une agriculture de blé, d'orge, d'avoine, mais également, si je ne me trompe pas, associée à la culture du lin. Et puis l'élevage, bien sûr, on a des porcins et des ovins. Voilà en gros ce qu'on rencontre essentiellement dans le pays. Et puis, comme on est quand même des Gaulois et des militaires, eh bien, de temps en temps, on va faire une petite razzia de la tribu voisine et on récupère ce qu'on peut chez celle-ci. C'est pas la grande entente. Il ne faut pas croire que les gens sont là à se dire tiens, je suis ton copain, ton ami, etc. Non, pas ça du tout. Hein. C'est le rapport de force en permanence. Hein. Et donc, ceci pour dire que les Gaulois qu'on rencontre là, ce sont les mêmes partout. Mais en même temps, regardez le souci esthétique. Même la monnaie qui va circuler, la monnaie qui sert pour les achats, ce sont des monnaies. Alors l'intérêt justement de ces graveurs ou fondeurs gaulois, qu'ils soient de Grande-Bretagne, d'Irlande ou de Gaule en tant que tels, c'est que même dans les monnaies, ils inventent, ils changent complètement les choses. Ils interprètent, c'est fantastique au point de vue art, justement. Même alors c'est des monnaies qui sont pas plus grosses que ça, attention, hein, c'est tout petit, hein, pour un demi-centimètre à tout casser. Hein. Donc en fait, regardez un petit peu le travail. Alors ce sont des monnaies frappées, je précise, pas fondues, hein, frappées. Sinon, elles ne seraient pas éclatées comme elles sont sur les tranches. C'est parce qu'elles sont percutées que quelquefois ça casse. Si vous allez à l'abbaye de la Selle, vous verrez des monnaies grecques comme ça, qui sont frappées et qui ont également les mêmes caractéristiques. Alors, ce qui va se passer dans le monde armoricain, c'est le fait qu'à partir du 5e et du 6e siècle de notre ère,
chassés par les invasions saxonnes, une grande partie des habitants de l'Angleterre vont quitter l'Angleterre, eux qui parlent encore de langue gauloise assez proche de l'ancienne, et ils vont repeupler 2 régions. La première région, ce sera l'Armorique sur la partie la plus maritime. Pas l'Armorique intérieure, mais l'Armorique maritime. Et puis l'autre, qu'on ne voit pas bien dans l'image, qui est au sud, la Galice, en Espagne. Autrement dit, vous avez des Espagnols qui sont déjà d'origine britannique, qui eux-mêmes sont d'origine belge. Ça va, vous suivez bien le schéma hein? Bon, alors, écoutez, j'avais prévu de vous parler longuement des concepts de Celtes, insulaires, etc., etc. Bon, sachez simplement que ces concepts, je le rappelle depuis tout à l'heure, j'en ai parlé, sont peu clairement formulés, en tout cas, ils n'ont jamais été formulés dans l'Antiquité. Jamais on a parlé de Celtes insulaires ou quoi que ce soit, on a toujours parlé de tribus. Ensuite, il n'y a que depuis un siècle qu'on parle de Celtes insulaires. Depuis un siècle, à peine. Donc c'est très récent. Donc il n'y a même pas dans les racines grecques, romaines, etc., qu'on ait employé ce terme. Enfin, bien sûr, c'est ancien comme idée. Chez les habitants de la Grande-Bretagne, du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIe siècle, c'était quand même difficile de se dire que leurs ancêtres, pourtant ils avaient lu les textes, ils savaient très bien que les Romains avaient envahi, ils savaient très bien que les Saxons avaient chassé certains d'entre eux, ils savaient très bien aussi que des Belges avaient envahi le sud de l'Angleterre. Mais il était difficile pour la plupart de ces hommes et ces femmes qui habitaient en Angleterre, qui dominaient le monde à cette époque-là, de se dire qu'ils étaient tributaires de l'Europe. Eux qui disaient, rappelez-vous toujours, le mode opératoire des Britanniques pour comprendre l'Europe, ça avait été de dire toujours, nous avons la plus grande flotte du monde, nous avons l'armée la plus puissante du monde, il faut qu'en Europe, il n'y ait jamais un pays qui puisse s'élever contre nous. Il faut toujours qu'il soit 2. Et les Anglais ont toujours joué la carte de 2 pays en Europe, quitte ensuite à se faire manger, parce que ça a été le problème de la Deuxième Guerre mondiale, ça. Le choix de l'Allemagne plutôt que de la France. Et ainsi de suite. Donc ici, nous avons exactement le même problème. On ne peut pas imaginer une seule minute que des Gaulois aient pu donner leur nom à l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme nom? Bien sûr, le premier de tous à parler, c'est Édouard VIII et l'abbé Pézeron. Pézeron, c'est un Français, et Édouard VIII, c'est un Britannique. Chacun dit, c'est vrai, on pourrait peut-être te dire cela comme raisonnement. L'abbé Pézeron dit, oui, ce sont des Gaulois qui sont venus en Angleterre. Il n'y a pas de Celtes en Angleterre en tant que tel, ce sont des Gaulois venant de Gaule qui sont venus en Angleterre. Ce sont ces Gaulois qui sont passés ensuite en Irlande. Il y avait déjà des populations locales qui étaient là, tout comme des Gaulois sont allés un petit peu partout à travers le monde s'il le faut, mais en tout cas, ce sont des Gaulois. Édouard, lui dit, oui c'est vrai, mais ça lui fait mal, au XVIIIe siècle, de penser qu'on va donner le nom de Gaulois aux ancêtres des Anglais. À une époque où l'Angleterre est en guerre avec la France. Parce que pour tous les Anglais, Gaulois signifie français. Et si on admet que ce sont les Français qui sont à l'origine des Anglais, il y a là un défaut dans les raisonnements. Donc, c'est ainsi qu'on va s'acheminer, tout doucettement, vers cette idée que, le mot celte est peut-être le meilleur. Et puis, les chercheurs, plus tard, comme les Anglais dominent la recherche historique, aussi, c'est important. Je vous rappelle que la Révolution française avait comme référence le système anglais, au départ, avec une monarchie constitutionnelle, il ne faut pas l'oublier. Pas le système américain, mais le système anglais. Pas le système suisse non plus, qui était 2 républiques, mais le système anglais.
Donc nous regardions l'Angleterre en disant c'est là le modèle. Et de la même manière, les Anglais, quand ils nous regardaient, ils disaient c'est nous le modèle. Ils inversaient complètement la chose et faisaient comme si, c'est entre le 18e et le 19e siècle que la discussion se fait jour, comme si le monde celte avait eu comme origine l'Angleterre. Bien sûr, à un moment donné, il y en a qui ont dit, mais dites, vous ne mettez pas nous à l'air. Lorsque on a commencé à parler des origines de Hallstatt en particulier, c'est Hallstatt qu'ils ont démarré, les Celtes, pas en Angleterre. Donc, s'ils sont partis de Hallstatt, ils sont arrivés en Angleterre peut-être un jour. Mais l'inverse, non. Et le conflit, c'est là qu'il s'est noué. Oui, une évolution qui va se faire et qui me paraît fondamentale, c'est qu'en Angleterre, on a centralisé, qu'on le veuille ou non, entre les mains de la monarchie britannique, le pouvoir sur tous les petits pays qui étaient là, le pays de Galles, l'Écosse, entre autres. Et ces pays ont très mal vécu le fait que les Anglais, qui pour eux étaient des Saxons, donc pas des Gaulois, pas des Celtes, dominent leur territoire, les empêchent de parler leur langue, modifient leurs coutumes et imposent leur religion. Ça fait beaucoup tout ça. Et du coup, dans ce contexte, les Celtes et les Écossais se sont unis pour développer le thème du monde celtique insulaire, en disant qu'il fallait trouver cela. Et c'est là qu'est né le néo-druidisme, c'est-à-dire qu'on a relancé la mécanique des réunions de druides, qu'on a relancé des bardes, qu'on a créé des légendes de toutes pièces entre le 19e et le 20e siècle. Tout ceci est devenu un folklore qu'on développe aujourd'hui encore, et même très fortement, qui a été partagé ensuite par l'Irlande, qui a été partagé par la Bretagne, tout ça parce que les Bretons de leur côté